Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérémy Coigny, je suis effectivement chef de clinique en médecine générale à Marseille. J'exerce à la fois la permanence d'accès aux soins de santé, une unité mobile pour les personnes qui s'enregistrent pour une demande d'asile, et également dans une maison de santé. Et j'ai soutenu ma thèse sur les violences sexuelles et l'asile, les violences sexuelles subies par les femmes en demande d'asile cet été. Alors je démarre par le chiffre dont vous avez peut-être entendu parler, le plus récent, qui a été publié la semaine dernière sur l'étude ANR-INSERM sur la sexualité des Français. Les violences sexuelles, c'est 30%, les viols ou tentatives de viol, excusez-moi, c'est près de 30% des femmes et près de 9% des hommes au moins une fois au cours de leur vie. Et à travers ces chiffres, qu'est-ce qui se passe ? Je vous rapporte l'histoire de Nadia, qui a fait partie d'une des 8 femmes qui a témoigné dans un article qui a été publié dans Le Monde l'année dernière. Et Nadia, en vérité, c'est Madame H. Elle est pakistanaise, elle a été contrainte à un mariage forcé prononcé en ligne. Elle a été envoyée en France et elle s'est rendue compte à l'arrivée que monsieur était déjà marié et a été contrainte à d'esclavage moderne et sexuel. Sur le plan somatique, elle a un SOPK compliqué d'un hirsutisme important et d'un diabète de type 2. Dans l'article du Monde, il est rapporté que Madame H a fait en août 2023 une tentative de suicide par immolation. Et donc, un an plus tard, elle reçoit une obligation à quitter le territoire français, elle récidive il y a un mois et elle sort d'hospitalisation de psychiatrie la semaine dernière. Madame H, elle nous dit « Je suis prête à donner un rein pour avoir mes papiers ». Moi, ce que je me dis en entendant ça, c'est le MeToo à géométrie variable. Il y a des femmes qui parlent et qu'on n'écoute toujours pas. Mais je n'ai pas oublié que la thématique de la plénière, c'est d'agir. Comment on agit face à ça ? Est-ce qu'on est condamné à avoir le syndrome de l'Avengers et on va tout solutionner, on est des super-héros, on est envahi par nos affects ? Non. Drapeau rouge. À la place, on va prendre un peu de recul et on va regarder ce que nous dit l'OMS. Stopper la violence sexuelle requiert d'étendre la connaissance afin d'inciter les gouvernements à agir. Et l'OMS aussi, il y a un an, les soins de santé primaires que vous représentez représentent non seulement le moyen le plus inclusif et équitable, mais économique et efficace afin d'améliorer la santé physique et mentale des populations. Pour stopper la violence sexuelle, nous avons besoin de la recherche en soins primaires. Alors la recherche en soins primaires sur les violences, il y en a beaucoup depuis de nombreuses années. Je pense aux travaux de Gilles Lazimi, aux collègues de Bordeaux qui ont publié récemment dans l'Exercé et qui vont s'engager dans un projet de recherche financé sur le Respire. Mais je vous propose un petit focus sur l'asile pour essayer de donner des clés, des éléments de réponse généraux. Donc, il y a un an, on a publié cette enquête sur les violences sexuelles subies en France par les demandeuses d'asile. Je vais vous rapporter 3 résultats principaux et 2 conclusions, et deux retombées. 68% des femmes demandeuses d'asile ont été victimes de viol avant l'arrivée en France. Je vous propose l'adage « Toute femme demandeuse d'asile a été victime de viol avant d'arriver, jusqu'à preuve du contraire ». Les femmes sont plus exposées aux violences, les femmes demandeuses d'asile sont plus exposées aux violences sexuelles également en France, 10 fois plus de risques de viol que la population générale. Et une surexposition significative en l'absence d'hébergement. Qu'est-ce que nous disent ces chiffres ? La violence sexuelle est la résultante d'un processus de domination. Quand une femme nous dit « je suis prête à donner un rein pour avoir mes papiers », il est facile de rentrer dans un processus, dans un rapport asymétrique et d'user de ce rapport asymétrique pour commettre des actes de violence. La norme à Marseille, tous les lundis, quand on consulte et qu'on voit des femmes qui demandent l'asile, elles dorment dehors, elles sont à la gare et il y a un cheval blanc qui dit « viens dormir chez moi ». Et la deuxième chose, inciter les gouvernements à agir. Alors, dans nos arbres décisionnels, les preuves sont l'essence, l'ADN.
Mais le pouvoir public, ils ont un peu plus de mal avec ça. Fournir un hébergement aux femmes à la rue permettrait de réduire les agressions sexuelles. Et ça, pour le coup, ça a été aussi publié sur d'autres populations. Je vous réfère aux travaux d'Aurélie Tinland, qui a été décorée par le Sénat il y a quelques semaines. Autre élément que je voulais partager avec vous, c'est qu'à force de subir des violences sexuelles, qu'elles soient répétées, tout au long de la vie, il peut y avoir une normalisation, une sorte de fatalité. Je pense qu'il n'y a rien à faire, c'est comme ça, je me disais, j'accepte la situation, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est là, c'est arrivé, on ne peut rien y faire. C'est une des catégories qu'on a retrouvées dans une enquête qualitative qui a été publiée cet été sur le parcours de soins de ces femmes demandeuses d'asile victimes de violences sexuelles. Et en fait, cette catégorie, je l'ai retrouvée mardi, avec une femme trans qui n'est pas en demande d'asile et qui m'a dit « on normalise » quand elle me rapporte, lors de ce qu'elle appelle une passe, parce qu'elle fait de l'escorting, qu'elle ne se rend plus compte de ce qui relève de l'agression sexuelle ou pas. Donc nos travaux peuvent se retrouver également sur d'autres populations. Et donc ces travaux, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en sert pour améliorer le soin. Donc on propose un protocole de dépistage et prise en charge en soins primaires des violences sexuelles chez les primo-arrivantes qui a été validé dans les ACI par la Sécurité sociale. Je le présente très rapidement parce qu'on est en train d'évaluer et on espère le publier et le partager à vous toutes et tous. Mais globalement, on a intégré la question de comment on dépiste chez ces populations qui sont surexposées. Il y a peut-être des particularités. Et donc, quand la violence sexuelle est inconnue, il y a une manière de dépister. Et lorsque la violence sexuelle elle est connue, soit parce qu'on a dépisté, soit parce qu'on le savait avant le début de la prise en charge, on peut mettre en place tout un dispositif avec la médiation en santé, entretien social, gynécologue, psychologue et le travail en réseau. Savoir que si on n'a pas ces ressources internes dans un établissement, on peut travailler le réseau pour pouvoir proposer et orienter. Et donc, on propose un protocole de soins, on l'évalue. Donc il y a une thèse qui va être soutenue la semaine prochaine sur l'évaluation de ce protocole de manière rétrospective sur l'analyse des dossiers médicaux. Les résultats préliminaires, c'est que 42% des femmes chez qui la violence sexuelle était inconnue avant le début de la prise en charge ont révélé un antécédent de violence sexuelle. Et que le fait de dépister permettait un meilleur accrochage aux soins. Un nombre de venues par mois significativement plus important chez celles qui avaient bénéficié d'un dépistage. Non pas celles qui étaient victimes de violences sexuelles, mais celles chez qui on a ouvert la porte et chez qui on a dépisté. Et ensuite, très rapidement, parce que c'était l'objet de la communication... pardon, oui, j'avais oublié celle-là. On a aussi retrouvé une prévalence des violences sexuelles subies en France qui était moins importante que celle de l'enquête parue l'année dernière. Alors peut-être qu'il faut qu'on aille plus loin pour essayer de voir si jamais il n'y a pas un impact de ce protocole de dépistage et prise en charge précoce. Donc oui, on a aussi analysé le vécu du soin de ces femmes qui ont bénéficié du protocole. C'était l'objet de la communication de ma consoeur Dr Gégaud. Donc je vous partage un seul verbatim. Le fait d'en parler en termes généraux et d'essayer de comprendre les femmes qui ont subi des violences, c'était nouveau pour moi parce que je ne savais pas qu'il y avait des procédures en place pour traiter ce problème. On rompt la banalisation. On rompt la banalisation afin d'essayer de se projeter vers un rétablissement. Alors, on parle d'études épidémiologiques, d'études qualitatives. Il y a beaucoup d'enquêtes, d'essais médicamenteux, financés par les industries pharmaceutiques sur des molécules qui ne servent à pas grand-chose. Je pense que nous, professionnels des soins primaires, on peut s'engager dans de la recherche interventionnelle pour proposer des nouveaux modèles d'organisation qui permettent de prévenir et de prendre en charge les violences sexuelles. C'est l'objet d'un projet de recherche pour lequel on a déposé l'intention au PREPS cette année avec les collègues de Nantes, Paris, Toulouse, Strasbourg et Lyon et Nantes. Et également
Aix-Marseille Université, partenaire d'un projet européen concernant la prise en charge des personnes exilées. Alors pourquoi vous raconter tout ça? À travers ces travaux, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la dynamique? On part de Madame H. On en produit une question de recherche et des travaux qui vont renforcer notre manière de soigner et proposer des nouveaux modèles de soins qu'on va ensuite évaluer et on espère de manière interventionnelle. Et ça, on l'a fait sur l'asile, mais c'est transposable à n'importe quelle thématique des violences intrafamiliales ou des violences sexuelles. Et bien sûr, on s'en sert dans nos enseignements. Alors, pour finir, sur comment agir, quand on est bousculé émotionnellement par des récits de violence, comment on agit? Je vous partage cette citation de Stefan Zweig. Il y a deux sortes de pitié. L'une, molle et sentimentale, qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui. Chers confrères, chères consoeurs, il y a une autre pitié, la seule qui compte, la pitié non sentimentale mais créatrice qui sait ce qu'elle veut et est décidée à persévérer avec patience et tolérance jusqu'à l'extrême limite de ses forces et même au-delà, pour que la honte change de camp. Je vous remercie.